C'est moi qui vous remercie, je suis très heureux d'être là. Si vous me permettez, avant d'aborder le sujet squelettique, que je vous dise quelques mots du plaisir particulier que j'ai à être à Namur. J'habite Paris et j'ai fait l'essentiel de ma carrière en France, mais j'ai gardé la maison, qui est la maison de ma famille, construite par mon arrière-grand-mère à Auvelais, où je vais très souvent. Et entre ma mère et mon père, j'ai connu, depuis la tendre enfance, une espèce de rivalité entre Namur et Charleroi. Mon père travaillait à Charleroi et il avait donc son activité professionnelle et un tant soit peu politique aussi dans cette ville. Donc j'ai connu donc l'ancien aspect qui était un peu compromis maintenant. Et ma mère et la famille de ma mère étaient plutôt du côté de Namur. Et on se partageait, l'entente régnait entre eux, rassurez-vous, mais j'ai connu cette rivalité qui m'a un peu fondé. La Sambre conduit de l'une de ces villes vers l'autre, et Auvelais se trouve à peu près équidistant. Revenons à nos squelettes et à Baudelaire. Donc, Baudelaire et Rops se sont rencontrés au moment où, à la fin de sa vie, Baudelaire est venu se réfugier en Belgique. Vous connaissez peut-être ce point biographique et au-delà du biographique très important. Ils auraient pu se rencontrer plus tôt, parce que je crois savoir que Rops faisait assez régulièrement le voyage vers Paris. Et ils avaient plusieurs amis communs, Nadar et surtout Arthur Stevens. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom, l'un des trois frères Stevens, qui avait organisé le séjour de Baudelaire à Bruxelles. Mais donc, Rops et lui ne s'étaient jamais rencontrés. Ils devaient le faire fatalement au cours de ce séjour en Belgique, bien sûr. Baudelaire vient là parce qu'il fuit Paris, où il est accablé de dettes, et entouré de créanciers, et il fuit aussi peut-être d'une certaine manière ce microcosme très agité qui est celui de la vie artistique et littéraire parisienne que peut-être vous connaissez. Il prend le train, j'aime rappeler ça parce que ça relativise les choses par rapport à nos conforts contemporains. Il prend le train un peu tard dans l'après-midi, à 17h, le 24 avril 1864. J'allais vous poser la question, savez-vous à quelle heure il arrive? 17h. Il arrive à 23h. Mais il ne faut pas se tromper, il y avait un long arrêt, que d'ailleurs dans les notes qu'il a laissées sur la Belgique, Baudelaire raconte, un long arrêt à la frontière, et la frontière existait à l'époque. Il y avait des vérifications très soignées et très bureaucratiques de tout ce que pouvait transporter le voyageur. Il s'installe dans le centre de Bruxelles, un peu entre la ville basse et la ville haute, rue de la Montagne, dans un hôtel qui malheureusement n'existe plus, qui a été détruit, qui s'appelait l'hôtel du Grand Miroir, tout près de Sainte-Gudule, une petite rue un peu étroite. Ils ont un ami commun, qui est présent, je crois, dans votre musée, qui est l'éditeur des Fleurs du Mal, qui s'appelle d'un beau nom bien connu, Auguste Poulet-Malassis, que Baudelaire appelle, comme Ross d'ailleurs, directement Malassis, c'est comme ça qu'on l'appelait. Il avait ajouté le nom de sa mère en première position, Poulet, le nom de sa mère. Et donc, ils sont présentés l'un par l'autre, c'est Poulet-Malassis qui fait rencontrer ces deux hommes. Auparavant, Rops avait écrit ces quelques mots que je ne résiste pas à vous lire, Baudelaire à Malassis, donc, qui lui proposait cette rencontre. Baudelaire est, je crois, l'homme dont je désire le plus vivement faire la connaissance. Nous nous sommes rencontrés, j'aime bien ce mot parce qu'ils ne se sont pas encore physiquement rencontrés, nous nous sommes rencontrés, voilà notre sujet, dans un amour étrange, l'amour de la forme cristallographique première, la passion du squelette. Je m'arrête un instant pour vous poser une question, parce que je me la pose et je n'y réponds qu'avec une série d'hypothèses. Que veut-il dire
c'est un peu une parenthèse que j'ouvre, mais qui éveille peut-être la curiosité. Que veut-il dire en définissant la passion du squelette, Rops, la forme cristallographique première? Quand on éditera la correspondance avec tous les documents, bon, peut-être qu'on mettra une note savante, mais j'avoue m'interroger sur cette formule. J'ai pensé qu'il y avait une analogie qui s'inscrivait dans l'esprit de Rops entre les cristaux, qui ont vaguement une analogie avec la forme d'un squelette et qui passent pour la forme cristallographique première selon les scientifiques. Rops, à ce moment, a déjà beaucoup dessiné de squelettes, à foison, je dirais, et il en a trouvé ou retrouvé, je ne sais comment dire, dans Les Fleurs du Mal, l'œuvre de Baudelaire. Je ne dis pas qu'il y a une présence constante du squelette chez Baudelaire, mais dans quelques textes significatifs, dont deux auxquels je reviendrai tout à l'heure, l'un qui s'appelle Danse macabre, et un autre, tout simplement, Le squelette laboureur. On peut peut-être montrer les deux visages avant que je passe à autre chose. Voici une photographie par Carjat de Baudelaire qui n'est pas tout à fait de l'époque où il arrive à Bruxelles, c'est quelques années plus tôt. Et il y a aussi ce portrait de Rops qui a à peu près l'âge où ils se sont connus quand ils se sont rencontrés, donc probablement à Bruxelles. Et à la suite de cela, je n'y reviens pas, mais vous connaissez sans doute ces événements. Il vient plusieurs fois à Namur, Baudelaire, et tombe en extase devant ce qu'il appelle l'art jésuitique, ce que nous appelons l'art baroque, et en particulier l'église Saint-Loup, qu'il visite et revisite et veut revoir, qu'il considère un peu comme le modèle, le chef-d'œuvre de ce qu'il s'obstine à appeler l'art jésuitique. Mais à l'époque, on ne disait pas l'art baroque, c'est une invention des historiens de l'art contemporain. Ce n'était pas un terme très courant à l'époque, ou c'était un terme qu'on utilisait analogiquement. On peut peut-être montrer l'image suivante. Je vais vous lire. C'est une lettre de Rops qui témoigne, n'est-ce pas, de l'importance que Baudelaire a eue pour lui et de l'importance éventuellement aussi qu'il a eue, lui, pour Baudelaire. Je vous la lis, je pense que son écriture est lisible. J'ai été, je crois, non pas l'ami, mais le plus fidèle et le plus respectueux compagnon de Baudelaire. J'ai allégé sa tristesse en Belgique, comme il le disait dans la dédicace d'un portrait qui m'est cher. Baudelaire se trouvait chez moi à la campagne, quand même. Il serait quand même allé à Tauzé, malgré les doutes, à la campagne, en tout cas c'est ce que Rops prétend. Lorsqu'il a ressenti les premières atteintes de la maladie qui devait l'emporter, cette maladie, croyez-le bien, alors il fait un éloge de Baudelaire dans le sens où, à l'époque, on attribuait, avec une sorte d'esprit scientifique un peu douteux, les maladies à la faute. Puisque la vérole, la syphilis circulait beaucoup, évidemment, là c'était un cas un peu probant. Mais quand Baudelaire est tombé malade, puis quand il est mort, on n'a pas manqué de dire c'est parce qu'il a trop bu, c'est parce qu'il a fumé du hashish, etc. Et Rops met justement, je crois, les choses au point en disant non, 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 ça n'a rien à voir avec tout ça. Il a eu ce qu'on appelle maintenant un AVC, un accident vasculaire avec ses suites, et il ne s'en est pas guéri. La passion du squelette, donc c'est donc la formule de Rops. Elle n'est pas, je voudrais insister là-dessus, réservée aux deux individus dont nous parlons, Rops et Baudelaire. Ils se sont rencontrés sur ce sujet. Ben, je dirais que c'est une passion un peu partagée au-delà d'eux, à leur époque et même à d'autres époques. Il faut bien voir qu'elle appartient à une tradition chrétienne. Sauf erreur de ma part, j'espère que je ne m'engage pas imprudemment, le squelette n'est pas un motif païen. On ne trouve pas de squelette dans la statuaire grecque ou romaine, me semble-t-il, où il y a pourtant des tombeaux. Dans l'iconographie, le squelette est plus particulièrement lié à ce que nous appelons, nous, je reviens à cette formule, l'art baroque. Je crois qu'il resplendit dans l'art baroque et les baroques, écrivains, poètes, sculpteurs, surtout peintres, ont un plaisir particulier, une dilection particulière pour lui. Il existe d'ailleurs un genre, je vous le rappelle, qui porte le nom de vanité. Qu'est-ce que c'est qu'une vanité? C'est une sorte
nature morte agrémentée d'une tête de mort. Vous me direz qu'une tête de mort, on y reviendra tout à l'heure, ce n'est pas tout à fait un squelette, mais mettons que c'est quand même une partie du squelette. L'idée est théologique. L'art rappelle à l'homme qu'il n'est rien, rien que vanité, et les vanités sont abondamment représentées sous toutes les formes d'art depuis le début du XVIIe siècle, on date les premières de 1620 à peu près, jusqu'à la fin du XVIIe, et puis on insiste souvent sur le fait qu'elles disparaissent quasiment du XVIIIe siècle, à partir de là. Les Lumières sont l'antithèse de la vanité, on le comprend bien sûr. Elles disparaissent provisoirement parce que la peinture moderne a pu, à certaines occasions, faire reparaître le thème de la vanité. On en trouve par exemple chez Cézanne. Ben, la question que je me pose, est-ce que Rops reçoit cette tradition de la vanitas, de la vanité? On peut peut-être montrer l'image suivante. Ça, c'était pour vous montrer, pour vous donner des envies de voyage, pour vous montrer que le squelette a une longue tradition. C'est un squelette sculpté par un artiste italien de la fin du XVIe siècle, du début du XVIIe siècle. Il se trouve dans une très belle église à Vilnius, en Lituanie. Donc, voyagez, allez le voir, très magnifique église sur les hauteurs de Vilnius, qu'on appelle l'église des Polonais, Saint-Pierre et Paul, à Vilnius. Donc voilà un exemple, mais parmi 100 000 que j'aurais pu vous montrer, mais j'ai choisi celui-là parce que j'ai visité Vilnius et j'ai pris moi-même cette photographie. On peut peut-être passer à l'image suivante. Alors, ça, c'est l'œuvre de Rops. Elle est intitulée Hamlet. Il n'y a donc pas d'ambiguïté, c'est le titre. Hamlet, vous le reconnaissez? Je ne suis pas sûr que si vous avez vu Laurence Olivier jouer ce rôle, voilà. Hamlet couché, réduit à l'état du squelette, et regardant la fameuse tête de Yorick. C'est un passage bien connu, c'est le To Be or Not To Be, célèbre s'il en est, de la pièce merveilleuse de Shakespeare. Et il regarde comme Narcisse regarde son reflet dans un miroir, un autre lui-même. Je pense qu'il a l'air de lui parler, ils se ressemblent, n'est-ce pas? Donc vous voyez dans le sujet que ce petit qui nous occupe, que ce dessin, qui n'est pas daté, si j'ai bien compris, ou difficile à dater, comme beaucoup d'œuvres de Rops, est très important. N'est-ce pas? Parce que j'y reconnais le thème de la vanité, puisqu'il y a la tête de mort, et en même temps, le motif qui nous occupe, celui du squelette. C'est un dessin où vous voyez bien, évidemment, l'originalité et l'ironie que met souvent Rops dans ce qu'il crée. Et c'est un sujet baudelairien, Hamlet. Je ne suis pas sûr que Baudelaire ait vu ça, il collectionnait les gravures, Baudelaire. Donc il s'est mis sans doute aussi à acheter des gravures de Rops. Il en avait personnellement, sans doute, comme il en avait de beaucoup d'autres. C'est un sujet très baudelairien. Quand il s'est installé dans sa jeunesse dans un bel appartement de l'île Saint-Louis, Baudelaire, entre 1843 et 1845, l'hôtel de Lauzun, louant un modeste 3e étage, il avait accroché les eaux-fortes de la croix, illustrant Hamlet de Shakespeare. Donc il voyait cela. Et ce que les biographes de Baudelaire ne manquent pas de rappeler, et je le fais à mon tour, c'est que si Baudelaire s'intéresse de manière aussi intense à la figure d'Hamlet, c'est qu'il se reconnaît dans Hamlet, pas seulement par la mélancolie ou la négativité qui est en lui, mais objectivement parce que sa situation de famille est plus ou moins, toute proportion gardée, la même. Hamlet accuse sa mère du meurtre de son père et de s'être remarié, en plus avec un militaire, dans le cas de Baudelaire. Dans le cas de Baudelaire, donc c'est la même situation de famille. Sa mère s'est remariée, son père est mort, elle ne l'a pas tué, rassurez-vous. Enfin bon, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais il se reconnaissait en Hamlet. Et il était allé voir un grand comédien qui s'appelait
Philibert Rouvière, qui l'admirait par-dessus tout, jouait Hamlet au Théâtre de la Gaîté à Paris dans les années 50. Il a écrit 2 articles sur Rouvière en saluant son interprétation d'Hamlet. Donc ce petit dessin de rien du tout de Robbes, c'est un grand sujet baudelairien. Baudelaire était un grand lecteur et un grand admirateur de Shakespeare, adorait le théâtre et allait voir les mises en scène qu'on renouvelait régulièrement des pièces d'Hamlet, des pièces de Shakespeare. Il y a beaucoup d'ironie, je disais, dans ce petit dessin qui a l'air de rien du tout. C'est croqué, il paraît qu'on en a fait une gravure, je crois. Voilà. Et je voudrais... un des buts que je poursuis, c'est d'essayer de vous montrer que l'entente merveilleuse entre Robbes et Baudelaire n'est pas si claire que ça. Et une des divergences qu'on peut peut-être relever entre eux, c'est sur l'ironie. Il serait difficile de trouver, me semble-t-il, une œuvre de Robbes qui en est exempte. Il y a toujours cet élément, c'est une sorte de permanence. Et l'ironie, ce que Baudelaire appelle la vorace ironie, pour Baudelaire, c'est quelque chose qu'il craint. Donc, comment a-t-il vu ça? C'est pas bon. Il y a de l'humour, pas seulement d'ironie, bien sûr. Baudelaire n'était pas un praticien fécond de l'ironie comme l'était Robbes. Il la craignait et il a théorisé d'une certaine manière l'ironie dans un grand texte que je vous recommande, qui est un des plus beaux textes et les moins connus de Baudelaire, qui s'appelle « De l'essence du rire », où il explique qu'il y a 2 sortes de rire, le rire lié à l'humour, à l'art, etc., et le rire de l'ironie, qu'il appelle le comique significatif, qui accuse quelqu'un, qui se moque de quelqu'un pour créer un rapport de domination sur lui. C'est un peu ce que fait Robbes quand il caricature un certain nombre, par exemple, de personnalités politiques. Peut-être donc Baudelaire et Robbes, c'est une suggestion que je fais sans m'y attarder, divergent-ils sur le sens de l'ironie, qui est, pour Baudelaire, l'une des expressions du mal, alors qu'il me semble que c'est lié à un bonheur. Chez Robbes, celui d'une liberté créatrice, voilà, je me moque un peu, mais pourquoi pas. Peut-être y a-t-il eu également, malgré les aboutissements dont on va parler dans un instant, le frontispice des épaves, etc., peut-être y a-t-il eu également un malentendu sur ce que Robbes appelle la passion du squelette, en la présentant comme partagée. Le squelette, pour Baudelaire, n'est pas tant, me semble-t-il, un objet, une réalité qu'une idée. Et je crois que c'est une variante de la vanitas dont nous parlions. Sa figuration du squelette se rattache à toute cette tradition baroque, voire contre-réformiste, pour la situer autrement. Je vous montrais tout à l'heure un squelette de Vilnius. Maintenant, on peut peut-être revenir en arrière et vous montrer le squelette laboureur avec sa bêche qu'un jour, puisqu'il collectionnait les gravures, qu'il les achetait à l'époque, ça se faisait sur les quais de la Seine à Paris, notamment. Puis il y avait des marchands, puis il y avait encore des graveurs chez qui on pouvait être client. Et cet extrait d'un traité de l'anatomie célèbre de Vézal, je crois que j'ai noté la date exacte, 1543. Donc Baudelaire a très vraisemblablement possédé cette gravure et en a tiré un poème, on ne va pas le lire, mais peut-être qu'on peut montrer. Voilà, c'est ça. Le squelette laboureur, qui est une réflexion, peut-être pas le temps d'en faire une lecture aujourd'hui, qui est une réflexion à partir de cette image. Le squelette laboureur, c'est donc une planche d'anatomie et c'est une idée, et il y a dans cette idée la mort, bien sûr, vue d'un point de vue religieux. Baudelaire était enclin à la théologie, n'est-ce pas? Il bouquinait tout ça, il regardait les théologiens, n'est-ce pas? Et aussi une idée plus paradoxale, alors qui peut-être là le relie à Robbes, c'est que le squelette vit.
il bêche. C'est un paysan ordinaire. Et on va retrouver chez Rops et chez Baudelaire des squelettes vivants. Si l'on veut, pour conclure sur ce petit point de désaccord que j'envisage, les désaccordés, Baudelaire et Rops, sur ce sujet, il faut considérer que le squelette de Rops est moins chrétien. Peut-être même moins macabre que celui de Baudelaire. Il est plus ludique, il est ironique. Le squelette de Baudelaire, il est lié au péché, il est lié au mal, il est lié à ce moment sur lequel il revient régulièrement, qu'il obsède, et que nous appelons toujours, je crois, même si ça circule moins dans les propos que nous tenons, le péché originel. Le péché originel. Cette scène fascinait Baudelaire avec l'arbre, le serpent, la pomme, Adam et Ève. On va bien sûr y revenir, puisque c'est cette scène qui sert de modèle à ce qui va devenir le frontispice de départ par Rops. S'il y eut malentendu, ce qui peut-être a été le cas, au moment où Baudelaire demande à Félicien Rops de graver d'abord un frontispice pour la 3e édition, la 3e des Fleurs du Mal, et un frontispice pour les épaves, s'il y a eu un malentendu, il n'en apparaît rien. On en reste à la Passion du squelette, qui est leur affinité élective, déclarée, parmi d'autres, bien sûr, et forte. À la fin de sa vie, donc, Baudelaire pense à une 3e édition des Fleurs du Mal. Je vous rappelle qu'il y en a déjà eu 2 chez le même éditeur dont nous parlions tout à l'heure, le fameux Malassis, Auguste Poulet-Malassis, une édition qui a fait beaucoup parler d'elle puisqu'il y a eu un procès en 1857 et une édition augmentée en 1861. Il n'y avait pas de frontispice dans la première édition. Il y avait une belle épigraphe d'Agrippa d'Aubigné, parce qu'il le rattache encore à l'âge baroque, l'auteur de la fin du XVIe, protestant d'ailleurs. Et il n'y avait pas de frontispice, et Baudelaire a eu l'idée d'en mettre un dans la 2e édition, parce qu'il voulait que la 2e édition, qui paraît donc en février 61, donc quelques années après l'édition originale, soit une réparation par rapport à tout ce qu'il avait subi, notamment un procès, la suppression, comme on disait à l'époque, de 6 poèmes des Fleurs du Mal, censurés. Et parmi ces éléments de réparation, il devait y avoir un plus beau livre, c'est-à-dire avec un frontispice. Il commence à y penser à partir de 1859, et il pense, on peut revenir peut-être ou aller vers la gravure de Béham, je crois que oui. Il pense à ce qu'il appelle, à partir de là, lui ainsi que Malassis, son éditeur, un squelette arborescent. Et il trouve cette gravure qui est d'un grand artiste, grand dessinateur et graveur allemand du XVIe siècle, qui s'appelle Hans Sebald Béham. Cette gravure, elle est à peu près de 1540-45. C'est un très grand artiste. Il a probablement possédé ce document. Est-ce que c'est un squelette arborescent? Je vous pose la question. Je vous pose plein de questions. Moi, je vois un arbre et une tête de mort. Et je ne dis pas qu'il y a des variantes qui font mieux apparaître la figuration squelette arborescent ancienne, mais Baudelaire va vers l'idée du squelette arborescent. Et on peut peut-être passer à l'image suivante. Il s'adresse sur le conseil de Malassis, qui avait affaire à lui, à un graveur de l'époque qui s'appelait Félix Braquemont, qui est un grand artiste, qui a beaucoup de commandes, pignon sur rue à Paris. C'est un homme adorable, par ailleurs, avec lequel il est difficile de se brouiller, mais Baudelaire a réussi à le faire. Donc voilà ce que produit, je vous passe les états antérieurs, il y a toute une histoire
hein, qui s'échelonne dans les premiers mois de 60, à partir de fin 59, années 60, jusqu'au refus de Baudelaire disant « je ne veux pas de ça ». Et il passe par Malassis qui arrange un petit peu les choses. On résout à l'amiable la question en laissant Malassis graver le portrait de Baudelaire. Donc le visage de Baudelaire dans l'édition de 61 remplace avantageusement, si vous voulez, cette gravure. Et donc, Baudelaire avait fourni ou fait fournir par Malassis le modèle que vous avez vu précédemment de Béam. En voyant, oui, c'est ça. En voyant le résultat, on peut revenir maintenant à Bracquemont, je vais d'ailleurs vous en montrer d'autres images. En voyant cela, il dit qu'il n'en veut pas. Il dit qu'il doit copier le modèle de Béam. Mettez-vous à la place de Bracquemont, qui par ailleurs était un artiste modeste, mais on ne peut pas demander à un artiste de faire la même chose qu'un autre artiste, de recopier, de décalquer. Il dit ça, Baudelaire, je lui demande de recopier. Il ne l'obtient pas, entre en fureur en voyant cette image, et il a cette expression, il la décrit. Vous voyez le hanchement ou le déhanchement des pieds, le geste, il lui fait penser, il dit un squelette qui marche. Donc il a l'idée de l'immobilité du squelette qui est liée évidemment à l'enracinement, à l'identification du squelette à l'arbre. Je me suis demandé pourquoi, je me suis d'ailleurs autorisé à questionner un théologien de mes amis sur le sujet. Pourquoi est-ce que tout à coup l'arbre de la Genèse, l'arbre de la science du bien et du mal, devient dans l'iconographie à partir de la fin du XVIe siècle un squelette où est relié par la tête de mort à la mort? C'est parce que tout simplement l'épouvantable pacte, l'un des premiers pactes qui est fait avec le diable, je crois, que signe Adam, Ève, la pomme et le serpent, c'est je quitte le paradis terrestre où j'avais l'éternité, je suis promis à la mort, doit penser et dire Adam et Ève de la même manière à ce moment-là. Donc la mort est liée théologiquement à cette figuration de l'arbre de la science du bien et du mal. On peut peut-être montrer là, si vous voulez bien, l'image suivante. C'est un dessin préparatoire. Votre squelette a l'air de danser, lui dit également Poulet-Malassis. Bref, on va à l'échec. Je vous rappelle ça en vous parlant de Bracquemont parce que ça laisse Baudelaire dans la déception, dans l'insatisfaction. Deuxième édition des Fleurs du Mal paraît, c'est une édition très différente de la première, avec beaucoup de poèmes qui ne s'y trouvaient pas. Le plus célèbre des poèmes de Baudelaire, je crois, qui est l'Albatros, se trouve dans l'édition de 61, dans l'édition de deuxième édition, pas dans la première. Et de même, les Sept vieillards, les Petites vieilles, le Cygne, le Voyage, ce grand poème qui termine le recueil dans la seconde édition des Fleurs du Mal. Il lui en faut une troisième. D'abord parce qu'il a encore un certain nombre de poèmes publiés après, qu'il veut intégrer dans une troisième édition. Ensuite, parce qu'il est en Belgique et pense qu'il ne subit pas la loi française qui interdit la publication des poèmes lesbiens ou des poèmes érotiques ou des poèmes qui ne convenaient pas et qui ont été condamnés en 1857. Il a cette idée, probablement. Et donc, il veut une réparation, encore une autre, et repense à un frontispice et s'adresse à Félicien Rolle. Je pense qu'on peut montrer maintenant. Il y a énormément de dessins préparatoires et d'états de ce frontispice. Vous les connaissez parce que certains sont présents dans ce beau musée. Voilà d'ailleurs l'un des dessins. Et il est content, assez content, Baudelaire. Il dit, je pense que j'avais noté le texte, mais enfin, oui, je trouve votre frontispice des épaves, je vais vous expliquer pourquoi c'est des épaves, excellent, surtout plein d'ingénium. Mais on a eu tort de me montrer le dessin, la lumière a disparu.
Vous connaissez peut-être cette partie. Oui, je n'invente rien en disant qu'il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la réserve. Qu'est-ce qu'il veut dire? On m'a montré le dessin, la lumière a disparu. Où était cette lumière? Où l'avait-il vue? Dans un autre état? On n'en sait pas grand-chose. En tout cas, il est content de l'ingénium, et ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il voit quelque chose qu'il aime par-dessus tout, et qui est là leur grand point d'accord. Ce frontispice est une allégorie. Et ce que c'est qu'une allégorie? C'est un complexe de symboles qui se coordonnent, qui entrent en cohérence les uns avec les autres, qui forment un tout significatif de la même chose, avec une grande cohérence. Et vous voyez, il y a le serpent, il y a le squelette, il y a le portrait de Baudelaire au-dessus qui est enlevé, là c'est par des anges ou des poutis, on ne sait pas très bien. Il y a toute une série de choses qui apparaissent, les fleurs du mal en bas, une autruche, et on peut peut-être montrer l'état suivant. Voilà, ça c'est un autre état où vous voyez mieux quelle forme a l'animal monstrueux qui emporte le portrait de Baudelaire, son profil qui se trouve en haut. Vous voyez bien le squelette arborescent, véritablement arborescent, et peut-être que le suivant est l'état définitif, où apparaît, mais il est sans doute apparu antérieurement, un élément de plus qui se coordonne à cette belle allégorie, qui est Pégase, qui lui aussi est un squelette, puisqu'il est la mésaventure judiciaire arrivée à Baudelaire, a tué, est censé avoir tué la poésie, et Pégase est le symbole mythologique ou l'un des symboles de la poésie. Donc vous voyez là, il est content de ce résultat. Il y a peut-être quand même un malentendu. Je ne sais pas comment le situer. Auparavant, je dois vous dire que Baudelaire croyait au malentendu. Il était même persuadé que le malentendu régnait sur le monde, que les gens croyaient se comprendre et ne se comprenaient pas. Vous avez déjà assisté, même dans la vie courante, à ce phénomène. On croit se comprendre, on entend autre chose que ce que la personne a dit. Et il généralisait ce point de vue dans le monde de l'art, dans toutes les formes de la communication. Il y a une scène extraordinairement amusante dans son projet d'autobiographie, Mon cœur mis à nu, où il raconte, de manière très sobre, rassurez-vous, une scène d'amour, un coït entre un homme et une femme, et il prête des exclamations de volupté à l'un et à l'autre, et il conclut « Et ces deux imbéciles croient qu'ils se comprennent. » Et il ajoute « Alors que le gouffre infranchissable de l'incommunicabilité n'a pas été franchi. » Donc c'est une des grandes théories de Baudelaire, le malentendu. Donc ne me dites pas qu'il n'y en a pas un avec ce très beau frontispice qui quand même lui a donné une certaine satisfaction, mais qui est dans la note d'une sorte d'invention par rapport au modèle dont il voulait absolument que Bracquemond l'adopte. Pour que nous parlions, alors là, d'un point où je crois il y a eu un grand accord entre eux, entre Rops et Baudelaire. Je crois que c'est là qu'il s'est fait. Je crois que c'est là que l'harmonie élective s'est déclarée entre eux. C'est en reliant un poème des Fleurs du Mal, de la deuxième édition aussi, qui s'appelle Danse macabre, et deux œuvres de Rops. Alors l'une, c'est La mort qui danse, la voilà, et l'autre, c'est La mort au bal. On peut peut-être la montrer aussi. En ce qui concerne La mort qui danse, si j'ai bien lu les datations, souvent approximatives, d'œuvres de Rops, très difficile, je conçois bien, il est 1865. 1865, c'est l'époque où Baudelaire est à Bruxelles et où Rops et Baudelaire se voient. Et puis, de toute façon, bien avant qu'ils se rencontrent, on peut penser, il le dit bien entendu, que Rops a lu Les Fleurs du Mal et a lu Danse macabre. Quant à l'œuvre suivante, on dirait, qui est plus proche, à mon avis encore, du texte de Baudelaire, de Danse macabre,
Elle est ultérieure, elle date approximativement des années 70-75, si j'ai bien vu ce qu'on met dans les catalogues. Et là, je pense que c'est une illustration de la danse macabre de Baudelaire. Voici les vers, je ne sais pas si on a mis le... Non, on n'a pas mis le poème, je vous les lis vite. Regardez la figuration, et je vous lis un quatrain de ce poème des Fleurs du Mal, Danse macabre. Vit-on jamais au bal une taille plus mince, sa robe exagérée, c'est bien le cas, n'est-ce pas, en sa royale ampleur, s'écroule abondamment sur un pied sec que pince un soulier pomponné, joli comme une fleur. Il est possible, vous savez, c'est très difficile quand on fait de la critique littéraire ou de l'histoire littéraire, j'appelle toujours tout le monde, comme j'ai appelé toujours mes étudiants, à de la prudence sur ce sujet. C'est très facile de trouver des accointances, des affinités, etc. Je donnais comme exemple souvent à mes étudiants un vers de Baudelaire et un vers d'Alfred de Vigny. L'un s'est inspiré de l'autre, ils se ressemblent, comme vous ne pouvez pas imaginer. Et puis, Vigny n'avait jamais lu Les Fleurs du Mal, et le poème de Vigny est apparu après la mort de Baudelaire. Voilà, donc, les affinités. Mais là, il y a quand même des faits. Ils se sont accordés, ils se sont connus, ils ont parlé l'un avec l'autre. Il y a peu de lettres entre l'un et l'autre, parce qu'il y a eu beaucoup de conversations, beaucoup de communication orale et simple. Voilà. Alors, je pense qu'il y a là beaucoup plus que l'accord qu'il y a eu pour le frontispice des Fleurs du Mal ou des Épaves. C'est le pari que je fais. D'ailleurs, Baudelaire passait 2 commandes à Robson, on oublie toujours de le rappeler, mais qui se distinguent. Il lui demandait un frontispice pour la 3e édition des Fleurs du Mal, qui n'a jamais paru de son vivant, et il lui demandait aussi un frontispice pour les Épaves, ce que je vous ai montré. Il y a ambiguïté, parce que c'est les Fleurs du Mal qui sont condamnées, c'est les Fleurs du Mal qui sont au pied de ce squelette arborescent. Mais en même temps, c'est le frontispice des Épaves. Alors évidemment, on peut reconnaître que dans les Épaves, il y a un certain nombre de poèmes, de tous ordres d'ailleurs, certains d'ailleurs assez légers. Puis il y a les 6 poèmes condamnés en 1957. Nous sommes sur le sol belge, on peut les publier. Lesbos, etc. Voilà. À celle qui est trop gaie, je ne l'ai pas merveilleux. Ils avaient bien choisi, les juges, les condamnés. Et donc, il y a 2 sujets qui les occupent. D'une certaine manière, Robes, dont ce n'est pas le premier manquement des promesses qu'il aurait faites, n'a pas réalisé le 2e projet, qui est un frontispice des Fleurs du Mal, dont Baudelaire, dans une lettre, dit ceci: il me semble, donc il essaye de le rassurer, il dit, il me semble qu'une jolie eau forte, il ouvre la parenthèse, faisant allusion à Danse macabre. Et il ajoute, la coquette maigre, et la coquette maigre, c'est une expression qui figure dans le poème, Danse macabre, serait un très suffisant frontispice. Eh bien, le frontispice est venu trop tard, mais il est là. C'est ça, le vrai frontispice, à mon avis, de la 3e édition des Fleurs du Mal. Je vous lis la strophe qui est la toute première de Danse macabre, qui est un poème adressé par un dédicace à Ernest Christophe, qui était un sculpteur important que Baudelaire défend, et Ernest Christophe lui avait offert une sculpture qui représentait un squelette. Voilà. Donc, une petite mode, élitiste évidemment, ce n'est pas tout le monde qui aime les squelettes, j'espère que vous n'aimez pas les squelettes, mais bon, il n'y a pas que Robes et Baudelaire sur le sujet. Voici les 2 premières strophes de Danse macabre, la 2e c'est celle que j'ai déjà lue, mais je voulais vous lire la première. Fier autant qu'un vivant de sa noble stature, avec son gros bouquet, son mouchoir et ses gants,
elle a la nonchalance et la désinvolture d'une coquette maigre, aux airs extravagants. Vit-on jamais au bal une taille plus mince, sa robe exagérée en sa royale ampleur s'écroule abondamment sur un pied sec que pince un soulier pomponné, joli comme une fleur. Avec la danse macabre des fleurs du mal et la réplique, j'utilise ce mot, qu'en donne Rops plus tard dans La mort au bal, on est à la limite de notre sujet. J'ai encore une question à vous poser, c'est celle-ci. Est-ce que c'est un squelette ? Et c'est un autre point d'accord troublant entre eux. Au-delà du squelette, ou en amont de la forme aboutie du squelette, il y a, dans la décomposition du corps, Baudelaire aimait ça, il est l'auteur, on s'est intéressé plutôt à ce type de sujet. Une charogne, vous connaissez ce fameux poème très théologique aussi. Il y a une étape intermédiaire qui est la minceur extrême, je dirais, qui est peut-être quelque chose d'érotique, chez l'un comme chez l'autre. Baudelaire aimait, il le dit là, les contrastes très forts, les femmes très opulentes, la géante dans Les Fleurs du Mal, il y a un poème qui s'appelle La géante, et l'extrême minceur, qui peut aller jusqu'à la figuration d'un corps décharné. Dans ce poème, Danse macabre, il s'adresse à cette créature qu'il voit au bal et lui dit « Tu réponds, grand squelette, à mon goût le plus cher ». Il la traite de grand squelette. Est-ce qu'il la traite de grand squelette parce que c'est un squelette ou parce que c'est une analogie d'un squelette ou parce que c'est un futur squelette? Qu'est-ce que serait cette femme décharnée? Et je voudrais terminer là-dessus, puisque l'un des messages que je voulais faire passer, c'est qu'ils sont seuls tous les deux, ils s'aiment et se comprennent ou croient se comprendre, et il y a une très forte affinité entre eux. Il y a une exception, Rops, pour Baudelaire, qui détestait la Belgique, comme vous savez, et en général, l'art contemporain belge faisait quelques exceptions, dont peut-être un peu Stevens, mais surtout Rops, bien entendu, ça c'est une exception très marquée, qui l'affirme, et en même temps, il y a les traditions. Je pense qu'on voit souvent trop d'originalité où on veut analyser ou valoriser. Baudelaire, ça lui arrive, Rops aussi, je crois, en accentuant dans le commentaire le fait de l'originalité. Et il oublie qu'ils sont, à mon avis, eux, et la plupart des grands créateurs, c'est une vérité générale, des porteurs de tradition. C'est évident, les fleurs du mal, ça rime, ça compte les syllabes, c'est plein de sonnets. Donc, c'est les traditions qui sont là. Et je crois qu'il y a une tradition iconographique. Et je voulais vous montrer, c'est la dernière image que je vous montre, l'image de justement cet état intermédiaire qui conduit vers le vrai squelette. Est-ce que vous savez ce que c'est? Quelqu'un a déjà voyagé? Non. Allez-y, allez le voir, c'est à Bar-le-Duc, dans l'église Saint-Étienne à Bar-le-Duc. C'est une œuvre célèbre du milieu du XVIe siècle, donc c'est avant l'âge baroque, hein, si l'on veut. Les traces quand même commençaient à exister, à apparaître. C'est une œuvre de Ligier Richier qui s'appelle le Transi et qui montre quoi? Un corps humain qui a encore assez de force pour retirer son cœur de son corps et le brandir, hein, comme une espèce de cause à défendre, de la main droite ou gauche, là c'est gauche. Hein. Œuvre capitale, très importante hein, dans l'histoire de l'art. Je ne peux pas m'empêcher de rattacher à cette tradition illustrée notamment par cette belle œuvre de marbre, à ce que font ensemble Baudelaire et Rops lorsqu'ils s'intéressent à cet état particulier qui n'est pas encore celui du squelette, qui est le corps malade, qui est le corps diminué, et on les voit jouer à quelque chose qui, comment dire,
situe mieux l'ambigu de la vie et de la mort, puisque, je vous le rappelle, pour eux, le squelette marche. Ben, je conclus en quelques mots. Le graveur du XVIe siècle auquel se référait Baudelaire et qu'il propose comme modèle à Bracquemont puis à Rops représente un squelette arborescent masculin, me semble-t-il, ou asexué, comme vous voulez. La mort qui danse, la mort au bal, la mort ou la figuration qui apparaît dans ce macabre, ce sont les femmes. Voilà. Là, peut-être, se situe le sujet d'un autre exposé. Je ne ferai pas aujourd'hui. Bon, merci.